Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont à distance et ceux qui sont ici. Je vais être très bref pour faire une petite introduction pour présenter cette année, d'autant plus qu'exceptionnellement, j'aimerais bien qu'on finisse à 19h30 si c'est possible. Mais je vais dire quelques mots avant de avant de donner la parole à notre invité d'aujourd'hui. Quelques mots donc pour dire simplement pour ceux qui peut-être ne connaissent pas notre travail ici. C'est le séminaire de la chaire de donc c'est la chaire de philosophie à l'hôpital, donc une structure de recherche transdisciplinaire, multidisciplinaire qui est installée voilà depuis à peu près 4 5 ans, qui a été montée d'abord par Cynthia Fleury à Sainte-Anne. Et depuis 3 ans, la troisième année démarre d'une déclinaison de ces questions voilà, sur le sujet de l'architecture, architecture équerre. L'idée donc c'est de travailler la dimension spatiale du soin et versus en même temps la dimension soignante de l'espace. Donc travailler les relations entre architecture et soin. À ce sujet, il y a encore quelques jours pour aller découvrir un très beau travail qu'on a fait avec l'agence d'architecture SCO à laquelle j'appartiens et avec Cynthia Fleury au pavillon de l'Arsenal qui s'appelle Soutenir, qui est une exposition et un livre sur l'architecture et le soin qui est ouverte jusqu'à dimanche. Quelques mots sur simplement le programme de cette année, où je vais avoir la chance d'avoir 8 invités, qui sont 8 points de vue sur le sujet des relations entre architecture et soins. Aujourd'hui, Sophie, à qui je vais passer la parole, donc designer, et qui va nous présenter ses travaux notamment sur des différents lieux de soins, et plus généralement la manière dont le soin est devenu un concept qui a un petit peu redéfini toute la pratique. On aura en deuxième cours 3 enseignants de l'école de Paris-Belleville, d'architecture de Paris-Belleville, qui vont parler d'un travail très beau et très intéressant qui s'appelle l'architecture et précarité. C'est la construction d'une plateforme qui recense un certain nombre de lieux d'hospitalité dans une volonté comme ça, presque quasi d'exhaustivité, de systématicité, d'aller chercher tous les lieux qui proposent de l'hospitalité aujourd'hui dans la ville. Le 15 décembre, on aura un séminaire consacré à l'Adamant. Il était temps qu'on le fasse. Donc l'Adamant, c'est le lieu sur lequel on est aujourd'hui et à partir de cette année, on y sera tout le temps. Donc la chaire de philosophie prend ses quartiers ici. Pour ce séminaire d'architecture équerre, ça nous a semblé assez quasiment naturel en fait, une fois qu'on a eu l'idée de venir s'installer ici, parce que c'est un lieu qui incarne bien à plein d'égards les relations entre soins et architecture. Et donc on recevra l'architecte de l'Adamant qui nous parlera du processus de conception de ce projet dans la séance 3 de l'année. On aura ensuite Jean-Philippe Pierron, qui est un philosophe important sur le sujet du soin, qui est de l'Université de Bourgogne, qui a une chaire qui s'appelle Valeurs du soin. Et ton directeur de thèse par ailleurs. Co-directeur. Co-directeur. Ensuite, on aura Gideon Boy, qui est un spécialiste belge, architecte, philosophe, spécialiste de la psy, qui a notamment travaillé sur ce bâtiment que ceux qui ont vu l'expo connaissent. C'est l'un des bâtiments assez connus de l'histoire de la psy contemporaine. On aura ensuite Fanny Cérez, qui est architecte, qui travaille sur la question notamment des EHPAD. Colline Periano, qui est doctorante à la chaire, dirigée par Frédéric Worms, qui travaille sur la manière dont on peut intégrer les expertises des patients dans la conception des lieux de soins, quelque chose qui ne se fait encore pas tellement. Et on finira l'année avec un couple d'invités, Peter Versteg et Catherine Versteg-Cellier, qui sont tous les deux, qui travaillent en Suisse. Lui est architecte, elle est les cadres infirmiers. Et ils ont notamment sorti un livre assez passionnant il y a quelques mois sur un certain nombre d'expériences de conception de petites architectures avec des patients dans un hôpital psychiatrique en Suisse. Voilà. Et voilà, donc pour aujourd'hui, on a, pour démarrer cette année, Sophie Larger, qui est designer, enseignante à l'école des Arts Déco, c'est ça, et qui donc travaille depuis plusieurs années sur les lieux de soins. Je passe la parole à Sophie. Merci Eric pour ton invitation et merci de m'accueillir sur l'Adamant. Donc j'ai intitulé mon cours Réconfort. Réconfort, c'est le nom que j'avais imaginé pour ma première intervention en hôpital psychiatrique. Donc en juin 2021, j'ai été invitée par Véronique Battilly, responsable de la cité culturelle de l'EPS Barthélemy Durand à Étampes,
pour imaginer et concevoir un atelier de design participatif à l'attention des patients. L'atelier se déroulait sur une journée à la Cité culturelle. Il y avait 4 heures d'atelier avec une pause au moment du déjeuner. Nous étions installés dans un bâtiment indépendant des soins réservé aux activités culturelles. Ah, je vais en avoir besoin. Inspirée par la lecture du Moipeau de Didier Angieux, mais également par mes premières recherches personnelles sur la question des enveloppes, je me suis intéressée à créer un dispositif où les patients pourraient être les acteurs de la reconstruction de leur enveloppe. J'ai conçu un kit pour les patients qui était composé de housses en tissu imprimé, de watts, donc c'est des fibres de remplissage, à composer et assembler sur des chaises qui avaient été mises au rebut et que j'avais récupérées dans la réserve de l'hôpital. Les tissus ont été choisis pour contraster avec l'univers de l'hôpital. Ils étaient imprimés de motifs variés avec une grande diversité dans les nuances. Ces tissus étaient proposés de différentes façons, soit coupés, soit assemblés. Il y avait des machines à coudre à disposition. Après une phase de test et de manipulation, les patients ont choisi une chaise et la façon de l'habiller. Chaque patient, souvent en équipe de 2, ont fabriqué une enveloppe pouvant devenir un espace propice à la contenance de leurs émotions et de leur fragilité. Mon travail de design a consisté à créer un dispositif simple afin que les patients puissent se l'approprier facilement. Cet atelier a très bien fonctionné. Nous n'avons pas rencontré Je passe la parole à Sophie. Des participants, mais bien au contraire, un véritable enthousiasme, un désir et une fierté face à leur production. Certains auraient vraiment aimé repartir avec. Pourquoi ce mot réconfort ? Je l'ai choisi car il évoque le retour à mes premières recherches et expérimentations en design 25 ans plus tôt. Il est le retour vers des notions que j'avais explorées de manière intuitive, la question du confort dans une société qui me semblait très inconfortable. Il incarne aussi le désir d'un retour à un premier état de confort qui serait l'état intra-utérin, retrouver l'enveloppe maternelle. Si j'étais très heureuse de partager une expérience de design avec quelques patients, c'est qu'il me semble que le design peut être un outil au service du soin, un outil complémentaire qui prend en compte nos affects, nos émotions et nos sensations. Le design, c'est un moyen de rassembler, de créer des liens. Alors, je vais revenir un peu sur la question du design. Le design est apparu à la révolution industrielle. La première définition qu'on trouve, c'est celle de Sir Henry Cole dans The Journal of Design and Manufacture en 1849. Production industrielle associant harmonieusement la fonction, la décoration et l'intelligence de la production. Ce concept d'harmonie me semble essentiel à retenir pour comprendre ce que doit être le design. Le design, c'est composé avec un ensemble de données diverses et hétérogènes. La fonction, l'esthétique et la production. La fonction qui se rapporte à l'usage, c'est créer un objet utile et pratique pour son utilisateur, nécessite de se mettre à la place de l'autre, de faire pour l'autre, pour rendre son quotidien plus facile et plus agréable. L'esthétique qui se rapporte à la forme de cet objet, un objet qui soit beau, donc à sa dimension sensible. La production qui implique de prendre en compte les personnes qui vont réaliser cet objet, mais aussi les outils qu'ils vont utiliser, s'intéresser à tous les acteurs de la chaîne. Le design, c'est avant tout une méthode de travail qui associe la dimension pratique à la dimension sensible. Le design consiste à créer avec et pour les autres, à prendre en compte l'humain dans sa complexité, un être composé de son intellect et de son affect. Pourquoi j'imagine que le design puisse être un outil de soin, c'est parce qu'il est par essence une attention vers l'autre, au service de l'autre. Pour soigner et guérir, il ne suffit pas de prendre des médicaments, il faut accompagner le soin médical et thérapeutique par un environnement favorable et propice aux soins. Le design en ce sens, comme créateur d'environnement, de liens, peut accompagner le soin, être un outil soignant. Pour illustrer une façon de faire design, et qui est celle que j'affectionne particulièrement, je souhaiterais vous présenter le projet en lien. Ce projet, je l'ai imaginé et conçu avec le designer Laurent Godard. Il résulte d'une expérience de 15 ans de travail avec l'envie de faire autrement. Alors, j'ai débuté le design en concevant des objets pour l'habitat, du mobilier, des fauteuils, des canapés, des lampes, des miroirs. En tant que designer freelance, mon travail consiste à faire des dessins, des maquettes, des dossiers techniques, des plans, des préconisations de matériaux, de fabrication. En 20 ans, le temps des projets de design s'est accéléré.
Si au départ le designer était très en lien avec les fabricants et pouvait donc travailler sur l'intelligence de la production dont parle Sir Henry Cole, le rapport au temps, à l'argent, aux outils numériques ont modifié nos conditions de travail. Les maisons d'édition, c'est-à-dire ces entreprises qui s'occupent de la fabrication et commercialisation des objets et mobiliers, ont réduit jusqu'à couper les liens avec le designer et le fabricant. Cela a eu un impact important sur notre travail en tant que designer. Pour moi, ce fut très frustrant. Je me suis sentie dépossédée d'une partie essentielle de mon travail. Par ailleurs, les années 2010 sont des années assez pauvres dans la qualité des objets de design. Beaucoup d'objets sont des copies ou des rééditions. Il y a très peu de création. C'est dans ce contexte que je me suis interrogée sur le sens de mon travail et comment faire autrement. Est-ce que le designer pouvait proposer une manière de faire du design en prenant son temps, en passant du temps avec les fabricants et surtout en s'inscrivant dans un milieu, un environnement avec lequel il allait faire avec et pour. Le vase lame de scie que vous voyez sur la gauche a été réalisé dans le cadre d'une résidence au CIAV, Centre d'art verrier de Meisenthal. Pour ce projet, l'idée n'est pas de dessiner un vase, mais plutôt de travailler dans un environnement en tenant compte des acteurs, du contexte et des ressources locales. Ce projet est né avant tout du désir de tisser des liens de voisinage. Les entreprises françaises, à l'inverse des entreprises italiennes, ont beaucoup de mal à s'organiser à l'échelle du territoire pour leur production. Dans ce projet, il y a le désir de revaloriser les chutes issues des productions des différentes entreprises partenaires, comme la scierie Le Jeune, qui était située à quelques kilomètres du CIAV. Pour débuter ce travail, nous avons passé un certain temps dans les différentes entreprises. Alors là, vous voyez le CIAV, le Centre d'art verrier, la scierie. Dans la scierie, les chutes de bois sont entièrement revalorisées. Seules les lames de scie ne le sont pas. L'entreprise jette environ une lame de 16 mètres en acier suédois par semaine. C'est un acier très résistant. Nous avons imaginé un outil pour les verriers à partir de cette chute. Une grande pince. Alors ça, c'est les moules, des moules anciens du CIAV. Et ça, c'est les lames de scie. Alors, une grande pince pour transformer le verre. Donc, le moule pour souffler le verre est un ancien moule issu des réserves du CIAV. Cela nous a permis de créer une pièce inédite et singulière en utilisant le moins de matière possible, en investissant le moins possible dans la production. Quand nous avons proposé aux artisans verriers cette pince, cela a tout de suite suscité une envie, un désir. C'était drôle, inattendu, comme un jeu. Cette dimension ludique, mais tout en étant sérieuse, me semble intéressante pour déplacer les habitudes, transformer en douceur les gestes, recréer du désir dans le faire. En lien, c'est une manière d'apporter du soin en rassemblant les acteurs d'un territoire, en créant des rencontres, en revalorisant les ressources, en créant de nouvelles économies de proximité. Ce projet illustre une méthode qui m'intéresse, qui consiste à ne pas imposer des formes esthétiques sorties de mon imaginaire hors contexte. Mais c'est composer, imaginer, créer avec les acteurs, les ressources et les besoins identifiés sur le lieu d'intervention. J'aime à penser les projets comme des cadavres esquis. Prendre le temps de cheminer dans un milieu, de se perdre, de jouer pour composer une esthétique nouvelle et sensible qui est le fruit de rencontres et de partage. Alors j'aimerais vous citer Jeanne Dautré dans le livre Milieu et créativité, qui va illustrer un petit peu cette façon de faire. En quoi la question, donc je rajoute du milieu, concerne-t-elle les artistes et les designers ? On connaît la subversion qu'exercent les artistes et les designers sur les habitudes et les normes de leur propre milieu, leur capacité à construire des processus de travail singuliers et inouïs. Si l'action individuelle est vouée à s'intégrer dans un réseau qu'elle ne peut modifier, l'action artistique se caractérise au contraire par une capacité à modifier les réseaux où elle s'insère. L'artiste n'intervient pas en modifiant directement les chaînes, mais en inventant des chaînes dérivées ou parallèles, capables de transformer les représentations associées aux premières. Donc c'est un petit peu notre idée en ramenant cette lame de scie, cet outil un peu particulier. En 2015, j'ai rencontré le chorégraphe Vincent Lacoste lors d'un colloque à Saint-Étienne où nous étions invités à parler de nos travaux respectifs autour de la matière molle et des corps mous. À cette occasion, je présente mes premières recherches, celles dont je vous ai parlé précédemment.
je présente mon premier objet mou, une assise composée d'une enveloppe déformable dans laquelle circulent des microbilles de polystyrène. Vous connaissez tous le fauteuil poire des années 70, une enveloppe en tissu aux 3/4 remplie de billes de polystyrène. Sous l'effet du poids de son usager, les billes se répartissent dans l'enveloppe pour créer une assise confortable et qui contient parfaitement le corps qui l'habite. Cette assise qui avait inondé nos habitats et qui correspondait à l'image d'une société qui se voulait libre, en mouvement, disparaît dans les années 90. Période de crise économique, de doute, de retour vers des valeurs plus conservatrices. Ce qui m'a intéressée, c'est reprendre un process, mais de le réinterpréter dans un nouveau contexte qui est celui des années fin 90. Un désir de réconfort dans une société inconfortable. Créer des espaces propices pour se rassurer, se ressourcer de manière joyeuse. J'ai donc créé un objet dans lequel je vais renforcer l'interaction corps-matière. Cette interaction, j'ai envie qu'elle soit utile, ne pas perdre la valeur d'usage, mais ludique. Le corps, en exerçant une pression sur l'objet, va le déformer pour créer une empreinte. La particularité de cet objet est d'être composé d'une enveloppe bimatière, dont une matière est souple et déformable, l'autre plus rigide. Le corps, en se déposant sur l'assise, exerce une pression. Les billes vont circuler pour déformer les parties extensibles. Cela va créer des accoudoirs, des appuis pour la tête. La matière accueille, enveloppe généreusement le corps qui l'occupe. Elle crée un espace, une bulle de réconfort. Cette recherche sur le confort, je vais la poursuivre pendant 5 ans avec la création de plusieurs assises, un atelier participatif et une exposition itinérante pour le Centre Pompidou. Ici. La société Ligne-Rosay va commercialiser un objet, ce sera le Pouf Glup, une relecture de mon premier projet. Cet objet va rencontrer un certain succès et sera produit pendant une dizaine d'années. Mais dans cette recherche, je vais me confronter à une difficulté. Le marché commercial n'est pas mûr pour intégrer ce type d'objet. Après avoir essayé de développer ma propre entreprise, je m'aperçois que je ne suis pas faite pour la commercialisation et que j'ai quand même du mal à trouver des partenaires. Je vais donc ensuite mettre un petit temps d'arrêt sur ce travail et passer 8 ans à travailler sur d'autres projets, plutôt sur l'espace public, et donc m'ouvrir à d'autres problématiques que l'habitat. Alors Vincent Lacoste, dont je vous ai parlé plus précédemment, à l'issue de notre rencontre, va me proposer de l'aider à mettre au point un projet d'assises à roulettes destiné à faire danser des personnes âgées en maison de retraite. Ce sera mon premier projet en milieu de soins. Le projet a débuté en 2015 à l'EHPAD Albert Jean à Luneray et se poursuit aujourd'hui dans plusieurs institutions à Paris. Il est actuellement d'ailleurs dans le 14e. La troupe, elle est composée de 4 danseurs et d'un musicien, accompagné de 14 assises. Vincent avait une expérience d'atelier dans les EHPAD. Il s'était aperçu que les danseurs devaient déployer beaucoup d'énergie et d'efforts pour pouvoir faire danser des personnes dont les mobilités sont réduites et les corps fragilisés. Il est rare que les personnes âgées puissent rester debout. Le danseur est donc obligé de se pencher ou de porter la personne. Le temps de danse est donc conditionné par la capacité physique du danseur. Cette tension est difficile à tenir sur un temps long. Les assises seniors mobiles devaient augmenter les capacités des personnes à mobilité réduite grâce à des roulements à billes et des roulettes, mais également rendre visibles les corps. Vincent, qui avait auparavant travaillé avec des personnes handicapées, avait créé un prototype que vous voyez sur l'image, qui est la chaise grise qui est posée sur un petit plateau. L'objectif était d'extraire une danseuse lourdement handicapée de son fauteuil, de lui permettre d'augmenter ses déplacements et donner à voir sa silhouette qui était cachée par un corset. J'ai passé du temps avec Vincent pour comprendre sa demande. Donc là, vous voyez un peu des images en fait, des séances d'atelier et de recherche que nous avons passées ensemble. J'ai créé 4 typologies d'assises qui engagent le corps dans des mobilités différentes. La première assise, c'est une assise tournante, celle que vous voyez sur la droite, qui est plutôt destinée en fait, aux danseurs et qui engage pas mal de mobilité. L'assise à plateau qui est sur la gauche, c'est l'assise qui sera plutôt destinée aux personnes âgées. Et des assises doubles, dans ces cas-là, on peut mettre un danseur et une personne âgée. Les assises sont composées d'une coque en bois clair, verni, reposant sur un piétement en acier galvanisé. Le contact avec le bois est agréable, sa couleur est chaude et légèrement blonde et renforce un sentiment de douceur.
C'est un objet assez facile à s'approprier, il n'est pas ostentatoire. La durée des ateliers dans les seniors mobiles est en général de 3 jours consécutifs et peut se répéter sur plusieurs temps dans l'année. Pendant 2 jours et demi, les danseurs vont à la rencontre des résidents. Donc parfois, ça peut se faire, ils vont circuler parfois dans les couloirs et rentrer dans les chambres, ou alors aller dans les espaces communs, pour proposer une initiation douce. Ce temps est le préalable nécessaire à une participation active des résidents pour un bal de clôture qui a lieu la dernière après-midi. Là, vous voyez un bal qui a eu lieu dans un EHPAD à Neuilly cet été. Là, c'était dans le 20e. Lors des ateliers, moi, je suis toujours munie de mon appareil photo. J'ai mis en place un travail de documentation pour conserver les traces de mes observations, les regards, les sourires, les mains qui s'attrapent, les visages qui se détendent, l'éveil de ces corps, le plaisir de ces rencontres. Si j'ai toujours été intéressée dans mes objets par leur dimension sensible, en travaillant notamment le toucher et le contact avec la matière, dans ce projet, la rencontre du design et de la danse m'a permis d'expérimenter une dimension sensorielle différente qui engage le corps dans son ensemble en prenant compte le mouvement du corps dans son entièreté. Le mouvement, notre quatrième sens que nous appelons aussi proprioception. Ce sens qui semblerait être le premier sens que nous développons dans notre vie intra-utérine. Ce sens qui nous permet de rencontrer, d'aller au contact, d'appréhender un espace. Dans le projet Senior Mobile, le contact des corps est facilité, sublimé par l'objet Senior Mobile. L'objet augmente la capacité de mouvement. Le design, s'il est nécessaire pour créer les bonnes conditions de la rencontre, s'efface pour ne donner à voir que l'essentiel des liens du partage. En discutant avec les équipes et les résidents, nous nous sommes aperçus que les assises Senior Mobile jouaient aussi le rôle de médiateurs. Certains résidents qui ne se parlaient pas se sont mis à discuter ensemble. L'assise Senior Mobile est devenue un prétexte, l'intermédiaire pour une relation. Le projet Senior Mobile, le projet en lien portant une mission commune, encourager les liens entre des individus et se fonde aussi sur une méthode assez semblable. Prendre le temps pour observer et analyser le contexte et ses acteurs, expérimenter des prototypes en adoptant une méthode itérative, une dimension ludique qui favorise la transformation des habitudes et du réel, un accompagnement après la conception en revenant sur le terrain pour observer et analyser les résultats. En 2018, Vincent Lacoste m'a proposé une nouvelle collaboration sur un projet d'atelier participatif à l'attention d'enfants atteints de troubles de l'autisme avec un CESAD. Une unité de jour qui accompagne ces enfants. Les enfants étaient scolarisés et habitaient chez leurs parents. La demande du CESAD, c'était de créer des moments de partage conviviaux, de bons souvenirs entre fratries. Chaque enfant venait accompagné de son frère et de sa sœur. Les ateliers avaient lieu sur 2 jours à chaque vacances scolaires. Donc il y a eu à peu près une dizaine d'ateliers. Le principe de l'atelier a été pensé comme une aire de jeu installée dans un grand gymnase municipal. Nous avions marqué le sol de 7 cases avec des scotch colorés. Dans chaque case, nous avons disposé un objet, sauf une case qui était laissée libre. Nous avons choisi de mettre dans ces cases des objets qui permettaient aux enfants de retrouver des actions communes aux aires de jeu. Par exemple, glisser, grimper. Ces cases devenaient des espaces de représentation. Les enfants étaient invités à entrer et proposer un jeu, un mouvement, une petite performance. Ils pouvaient rester seuls ou inviter un autre enfant à les rejoindre. Nous avions choisi de mettre au départ des objets très simples, des sacs de sable, des échelles. Dans un deuxième temps, nous avons transformé ces objets. L'échelle est devenue un toboggan en fixant une planche sur l'échelle. Nous avons créé comme un second degré de l'objet. Un musicien accompagne également ce dispositif. Les enfants pouvaient composer à partir d'un clavier et de sons enregistrés des musiques en lien avec les propositions de jeu. Alors on a pu observer des petites choses assez merveilleuses qui se sont passées et qui se sont déplacées. Les enfants ont très bien réagi. Dans le comportement, les enfants adoptent des postures inhabituelles pour des autistes et gagnent en liberté de mouvement, en confiance. Il y a eu une évolution dans leur comportement et dans leur interaction. Et donc, je vais revenir sur une image pour vous expliquer. Notamment cette image qui se trouve au centre, qui est un peu particulière parce que l'enfant qui vient se mettre sous la planche était un enfant qui avait vraiment des difficultés dans la rencontre et dans les interactions. Et là, tout d'un coup, pour cet enfant, c'était assez incroyable de le voir adopter cette posture avec une vraie confiance.
Un psychiatre spécialisé dans le trouble de l'autisme à qui j'ai montré ce travail m'a fait part d'une remarque que j'aimerais partager. Les enfants autistes ne comprennent pas le second degré. Cela peut provoquer chez certains enfants des stress et donc des crises. Le dispositif aire de jeu a fonctionné et permis d'introduire des objets décalés grâce aux conditions que nous avions mises en place. Un dispositif qui s'inscrit dans le temps, une écoute et une bienveillance de la part des danseurs, un cadre visible comme ce marquage au sol. Nous avions réussi à créer des repères, une structure qui a permis la transformation des gestes et des habitudes. Dans ce projet, je me suis confrontée à un public avec lequel l'échange, la discussion et le partage n'étaient pas forcément faciles au début. Comment créer les conditions d'une rencontre quand les comportements, les espaces de représentation sont différents? Il est apparu que le dispositif de design a facilité dans la rencontre avec les enfants et les danseurs. Vincent Lacoste avait tenté une série d'ateliers au préalable sans objet, mais les résultats n'étaient pas concluants. Il a de nouveau eu l'intuition que le design pouvait accompagner et faciliter. En s'associant, la danse et le design gagnent en impact et en pertinence. L'objet seul ne fonctionnerait pas forcément. Le danseur permet d'activer le dispositif et son appropriation. Les objets conçus pour ce dispositif peuvent être considérés un peu comme des objets ou phénomènes transitionnels, comme l'a conceptualisé Winnicott. Je vais faire part d'une petite citation de Winnicott. C'est tout cela que je désigne sous le terme de phénomène transitionnel. Dans cet ensemble peut se dégager une chose particulière ou un phénomène qui prend une importance vitale pour un enfant donné, que ce soit une boule de laine ou un coin de couverture ou d'édredon, un mot, une mélodie ou encore un geste habituel. Il l'utilise au moment de s'endormir. C'est une défense contre l'angoisse et plus particulièrement l'angoisse de type dépressif. Des objets à travers lesquels l'enfant va pouvoir entrer en relation avec l'autre. Ces objets sont devenus des interfaces sensibles entre lui et les autres. Ils permettent de créer un espace partagé, un espace de confiance. Cette rencontre, dans ces designs, me semble tout à fait pertinente dans le lieu de soins où le malade a un rapport à son corps qui est souvent dégradé. Cette association permet de créer de nouveaux espaces d'appropriation, de retrouver une confiance. J'étais très émue par ces rencontres, très impressionnée par la créativité de ces enfants qui nous ont proposé des imaginaires différents d'une grande richesse malgré leurs difficultés. C'est pourquoi, alors on n'a pas pu poursuivre en fait ce projet qui a été juste fait une seule fois. C'est pourquoi quand Lucille Carlier, qui est psychiatre à l'EPS Ville-Évrard, m'a contactée pour travailler avec elle sur la conception de 4 ateliers participatifs ouverts aux patients et soignants, j'ai tout de suite accepté. J'y ai vu l'occasion de poursuivre ma réflexion. Donc, ces ateliers ont eu lieu l'année dernière, en fait, en juillet 2021. Donc, c'est par l'intermédiaire du LABA, le laboratoire de l'hospitalité rattaché au GHU Paris, que nous nous sommes rencontrés. Le LABA avec qui j'ai collaboré d'abord en tant qu'enseignante à l'ENSAD dans le cadre de workshops et également de conception de journées d'études. L'objectif en fait des ateliers que nous avons mis en place avec Lucille était de réfléchir avec les patients et soignants aux alternatives à l'isolement. La question de Lucille était la suivante. Peut-on imaginer des objets ou des aménagements de nos espaces pour aider nos patients à éviter ou réduire le passage en chambre d'isolement? Les ateliers ont eu lieu dans l'unité d'hospitalisation du secteur 93G02 du docteur Beaucousson à l'EPS Ville-Évrard. Il s'agit d'un secteur de psychiatrie qui accueille les habitants des villes de Saint-Ouen et d'une partie de Saint-Denis. Elle prend en charge des pathologies variées avec des patients en soins libres ou sous contrainte. Pour activer ces ateliers, il a fallu concevoir les conditions de cette participation. Nous nous sommes installés dans un petit salon que vous voyez. Et donc, il n'était pas très accueillant. Donc, nous avons imaginé un aménagement de ce salon. On l'a réaménagé en fait avec des papiers de couleur pour cacher la bibliothèque, transformer les vis-à-vis et transformer les lumières. Nous avons volontairement choisi des nuances de jaune et de vert. Une grande affiche annonçait aussi également les ateliers avec la date, les objectifs et les modalités. Les ateliers étaient hebdomadaires, ouverts 2 heures en libre accès. La mise en scène de l'espace et la création des outils de communication a été très utile pour engager la participation. Nous avions créé un espace assez joyeux et accueillant, très différent des autres espaces de l'hôpital. Alors, les participants pouvaient venir selon leur convenance, 1/4 d'heure, 1 heure ou plus. Dans la salle, il y avait 2 espaces, un pour l'expérimentation d'objets, que vous voyez là, c'est la petite table,
Et puis dans l'image précédente, on voit plutôt qu'un petit espace de salon qui était plutôt un espace où on engageait une discussion autour de l'isolement et de l'apaisement. Dans chaque atelier, les participants pouvaient tester des stimuli sensoriels. Je me suis occupée de créer ou sourcer des objets pour les expérimentations sensibles. Je vais vous montrer différentes expérimentations. Donc ça, c'est plutôt des objets que j'avais créés. Et parfois, j'ai ramené aussi des anciens prototypes que j'avais faits, qui étaient dans le cadre de mes collections d'objets. Lucille est un médecin qui est très apprécié du service. Cela a permis et facilité nos ateliers. Nous avons eu beaucoup de participants. Une étudiante chercheuse, Annabelle, était intéressée par le projet. Elle a aussi également proposé de récolter toutes les verbatines, ce qui nous a permis de conserver aussi la mémoire des échanges. J'ai ensuite, moi, composé un dossier qui a documenté notre recherche et nos expériences. Nous l'avons présenté à la direction, où nous avons reçu un accueil plutôt enthousiaste. Ils nous ont orientés sur l'aménagement d'une salle, alors qu'avec Lucille, au départ, la question de la forme n'était pas définie. On ne savait pas si on allait faire un dispositif mobile ou un aménagement d'un espace. Le contexte que vous connaissez certainement, donc la préconisation de la Haute Autorité de Santé sur la mise en place de salons d'apaisement, a certainement joué sur cette orientation. L'hôpital a profité de travaux d'aménagement pour mettre à disposition une salle. En partant de cette matière que nous avions recueillie et en discussion avec Lucille, moi j'ai mené une étude de design pour préconiser les travaux à réaliser, sourcer le mobilier et travailler sur une mise en couleur. Mais la difficulté à laquelle nous nous sommes confrontés, c'était le budget. L'hôpital, dans un premier temps, n'a pas souhaité allouer de budget. Il faut savoir que la phase 1 de cette recherche avait été faite à titre bénévole. Nous avions juste un peu de budget pour l'achat du matériel. Comme nous ne pouvions pas continuer à travailler sans budget, nous avons alors décidé de répondre à un appel à projet de la Fondation de France sur l'humanisation des soins. Notre dossier a été retenu et donc on sait que l'hôpital a aujourd'hui reçu les fonds qui va nous permettre de passer à la phase 2 du projet. Donc une fois que cette salle sera aménagée de manière minimale, nous mettrons au point de nouveaux ateliers participatifs dont le but est de co-construire à la fois un aménagement augmenté, mais aussi de permettre aux usagers de s'approprier au mieux cet espace en réfléchissant sur les règles et le fonctionnement. Dans ces différents projets dont je vous ai parlé de design participatif, j'aimerais revenir sur cette question du design participatif qui est un peu une méthode particulière. Tous les designers ne travaillent pas de cette façon. Vous pouvez faire appel à un designer qui va vous proposer un projet clé en main. Le design participatif implique d'associer au design une dimension pédagogique afin que le public concerné puisse participer à la réflexion du projet. Cela implique de composer avec les regards et les réflexions de chacun, soignant, patient, mais également moi-même qui suis extérieur au milieu. Comment récolter, trier, transformer cette matière? Après chaque atelier, je fais toujours une synthèse, des photos, des paroles, des observations récoltées, pour ensuite créer des scénarios de projet qui sont à nouveau discutés en équipe. En septembre 2021, j'ai rencontré la cadre de santé Dorothée Irles, toujours par l'intermédiaire du LABA. Donc Dorothée est parmi nous pourra témoigner de notre rencontre. D'ailleurs, je voulais aussi remercier le LABA qui nous a mis en lien et en profiter pour annoncer une journée d'études qui aura lieu le 15 novembre et qui sera sur la question de l'apaisement, l'art d'apaiser et de s'apaiser en psychiatrie. Dorothée m'avait demandé de concevoir 20 ateliers participatifs à l'attention de ses soignants pour qu'ils expérimentent l'apaisement. Ces ateliers ont eu lieu à l'UHSA Paul Guiraud à Villejuif. C'est une unité de détenus rattachée à la prison de Fresnes. C'est un contexte très particulier, très sécurisé. Vous rentrez, alors ça c'est l'entrée de l'hôpital, vous rentrez en passant des portiques. Vous n'êtes pas autorisé à rentrer avec vos téléphones, vos ordinateurs. Chaque matériel entrant fait l'objet d'une autorisation très contrôlée. Les soignants sont confrontés à des patients avec des troubles psychiatriques mais qui ont commis des crimes qui peuvent aller de la petite à la grande délinquance. Dorothée avait déjà engagé l'hôpital dans un projet sur l'apaisement en vue de la création d'un salon et avait à cet effet obtenu un budget. Mes ateliers ont donc été pensés très différemment que pour le PS Villévrard. La demande de départ, le contexte et les modalités diffèrent. Ces ateliers étaient réservés uniquement aux soignants. Ils étaient obligatoires sur le temps de pause du service qui durait 1 heure et correspondait à peu près au moment de la sieste des patients. Fanny Sauzé, danseuse et comédienne, m'a assistée sur ces ateliers.
L'objectif de cet atelier, c'était vraiment d'arrêter le temps de l'hôpital pour s'immerger dans la proposition expérience de l'apaisement. Ces ateliers ont été l'occasion d'expérimenter différents stimuli sensoriels, le toucher, la lumière-couleur, le son, le mouvement. Je me suis très vite aperçue que les soignants peuvent avoir des difficultés à faire une coupure avec leur travail, surtout qu'il y a toujours un téléphone qui sonne, une urgence. Très vite, j'ai demandé à Fanny d'introduire l'atelier par une expérience corporelle, comme un rituel qui permettrait de créer un sas pour profiter de ces expériences. Fanny a composé une série de relaxations toujours en lien avec le thème de l'atelier. Donc nous avons expérimenté des relaxations qui pouvaient à la fois être douces, mais également très actives. Alors je vous propose de regarder quelques images des ateliers. Ce premier atelier, c'est l'atelier du toucher. Nous avons exploré donc, différentes échelles du toucher. Donc, la première, c'était le toucher au niveau de la main. Et j'avais imaginé ce dispositif que j'ai appelé les nappes tactiles, qui permettait de toucher des matières en les isolant des stimuli visuels. Dans notre culture, le sens de la vue est très présent et très développé, et nous avons tendance à privilégier plutôt les informations visuelles sur les informations tactiles. Cette expérience, j'avais envie de la proposer pour qu'on se reconnecte vraiment à la profondeur en fait, de ces sensations tactiles et qu'on puisse éventuellement expérimenter ces sensations et voir si elles étaient agréables et apaisantes. Les soignants ont testé 12 matières. 3 matières sont apparues comme étant les plus apaisantes pour l'ensemble des soignants. Il y avait un sable, alors il n'y a pas forcément celle qui ça, mais il y avait un sable cinétique qu'on peut trouver, qui est un sable qui est destiné plutôt aux enfants autistes, mais qu'on trouve maintenant dans les boutiques pour enfants. J'avais mis des lentilles dans des collants et des balles relaxantes, ça marche très très bien. Nous sommes passés ensuite à des expériences du toucher sur d'autres parties du corps, ce qui nous a permis d'aborder le sujet du massage, automassage ou massage dentaire. Je me suis aperçue que c'était un sujet très sensible. Aborder ce sujet à travers un jeu qui consiste à composer un objet de massage à deux à partir de matières hétéroclites et incongrues. Toutes ces matières, je les avais sourcées dans des quincailleries et des merceries. Nous avons constaté que se masser avec un rouleau de peinture ou quelques graines dans un collant était très efficace. Si au début les soignants étaient attirés par des matières plutôt douces, ils se sont aperçus que finalement les matières plus dures permettent de mieux détendre les tensions et d'avoir un meilleur impact sur l'apaisement. Nous avons également travaillé sur les enveloppes. Alors ça c'est plutôt le massage. Ça c'est les objets qu'ils ont fabriqués. Donc ensuite on testait. Sur les enveloppes. Donc les soignants ont été invités à composer, un peu comme dans le premier atelier que je vous ai proposé, que je vous avais montré, une assise confortable et enveloppante. Donc là j'avais réalisé 12 éléments, des coussins, des couvertures, avec des tissus très imprimés, avec beaucoup de motifs. Et on a utilisé les chaises qui étaient à disposition dans la cafétéria, qui était souvent le lieu dans lequel on pouvait s'installer pour faire les ateliers. Alors, issus de différentes cultures, moi, les tissus, ce qui m'intéressait, c'était que pour chacun, ils étaient des imaginaires différents et qu'on pouvait être plus sensible à certains types de motifs. Et puis aussi de contraster des motifs, je trouvais que ça pouvait avoir une dimension intéressante. Après chaque atelier, donc, on a toujours un temps d'échange de paroles sur le ressenti des soignants. Alors que les soignants imaginaient au départ que l'apaisement était associé à des couleurs douces et unies, ils s'aperçoivent qu'au contraire, la diversité des couleurs et des motifs donne envie de se blottir et procure un sentiment de réconfort. Donc c'est vrai que dans cet atelier, il y a eu vraiment ça a vraiment révélé que l'expérience nous amenait vraiment très très loin de nos a priori. Nous avons travaillé ensuite, alors là c'est un autre atelier. Nous avons ensuite travaillé sur la lumière et la couleur. Alors à l'hôpital, ça je vous apprends rien en vous disant que les éclairages proviennent du plafond avec des couleurs de lumière qui sont extrêmement froides et assez angoissantes. Donc pour ce premier atelier, on a d'abord débuté dans la séance dans le futur salon d'apaisement. Et pour l'occasion, moi je l'avais aménagé temporairement, j'avais réutilisé tous les coussins et les poufs qu'on avait utilisés dans les ateliers précédents. J'avais fait une mise en lumière particulière. Alors j'ai créé, vous voyez, un petit coussin en ouate dans lequel j'avais mis une LED qui changeait de couleur.
Et puis des spots avec un petit spot avec une gélatine de couleurs différentes, en orientant aussi ce spot par le bas, ce qui fait que ce n'était pas une lumière qui venait du plafond et qui pouvait être écrasante, donc ça me permettait de modifier un petit peu notre perception. Et puis on a commencé donc par une relaxation que Fanny a guidée. Donc Fanny qui est danseuse et comédienne. Alors nous avons ensuite testé, en fait voilà, ça vous donne une idée parce que ça se transforme et puis pendant la relaxation on est un peu immergé dans ce bien de couleurs et en même temps on est guidé par la voix de Fanny. Ensuite, on est retourné à la cafétéria et à la cafétéria, nous avions également transformé l'espace en mettant des gélatines de couleurs et en occultant certaines lumières. Nous avons ensuite échangé sur le ressenti des couleurs lumière et leur impact. Les soignants, après, dans un troisième temps, ont travaillé sur la conception de petites lampes. J'avais créé des petits kits qui leur permettaient d'expérimenter des lumières, mais à petite échelle. L'association d'une pratique corporelle et du design s'est révélée une nouvelle fois pertinente. Je me suis aperçue que l'introduction de Fanny avait permis aux soignants de faire une coupure avec leur travail, de rentrer véritablement dans un nouvel espace mental et de rentrer vraiment dans cet espace du réconfort. Ils nous ont d'ailleurs fait part à plusieurs reprises que ces relaxations étaient très importantes et leur apportaient vraiment du bien-être. On va passer sur une autre expérimentation. Donc pour l'atelier couleur, on a fait un autre atelier couleur. Donc Fanny nous a fait expérimenter une autre relaxation, là qui est plutôt une relaxation, on va dire, active. Donc après cette relaxation, nous sommes passés dans la salle de la cafétéria sur un nouvel atelier où j'ai proposé à chaque patient de composer sa gamme apaisante et de choisir 4 cartes de couleurs. Chacun a composé sa gamme en faisant appel à des souvenirs en général agréables et intimes qui n'ont pas hésité à nous faire partager. Si certains ont préféré les teintes pastel, plusieurs gammes de couleurs plus vives et plus profondes nous ont été proposées. Et les patients les soignants nous ont fait part que pour eux, ces couleurs profondes leur permettaient de se plonger dedans, de créer un effet de recentrage qu'ils considéraient important pour le patient. Nous avons également eu 2 ateliers pour réfléchir sur les usages du lieu. Alors, on s'est posé plusieurs questions à ce moment-là. Le patient doit-il être accompagné dans la salle? Peut-on ouvrir la salle à plusieurs patients? Combien de temps un patient peut-il rester dans le salon? La porte est-elle ouverte ou fermée? Ces temps d'échange à mi-parcours ont été vraiment intéressants, puisque ça a amené aussi des prises de parole assez variées. Et parfois aussi des questions où on n'avait pas vraiment de réponse. Donc ce qui était intéressant, c'était de le faire à mi-parcours et puis ensuite, en fin de parcours, de se reposer ces questions. Et ça nous a permis vraiment de préciser les envies de chacun. On a ensuite eu des ateliers avec Bertrand Goguet, que j'avais invité, qui est musicien, qui a animé 2 ateliers sur le son. Le premier était une séance d'écoute sur un paysage sonore qu'il avait spécialement conçu, une sorte d'expérience d'écoute profonde, un peu comme une méditation, qui nous emmenait dans des états de conscience un peu modifiés. Lui nous a expliqué qu'en fait on passait par des états de veille, sommeil et hypnose. Le deuxième atelier, c'est l'image que vous voyez là. Donc là, c'est plutôt un massage sonore. Donc c'était une expérience individuelle. On venait s'asseoir sur une assise, on avait les yeux occultés et Bertrand manipulait des objets, des matières pour créer des sons très concrets. C'était assez agréable, mais le ressenti a été très très différent d'un soignant à l'autre. Ce n'est pas forcément une activité qui sera proposée plus tard aux patients, mais ça permettait pour nous de discuter un peu de nos ressentis et de nos perceptions. Ce qu'on s'est rendu compte en tout cas, c'était qu'à partir de ces expériences, les points de vue quand même ne sont pas unanimes et ils peuvent diverger. Et donc on s'aperçoit que dans ce salon d'apaisement, il va falloir proposer des différences, donc proposer plusieurs dispositifs et s'adapter en fin de compte aux patients. Donc ce sera des choses un peu singulières. Ensuite, on a invité Paola Cordova, qui est danseuse, qui a animé également 2 séances de relaxation corporelle. Donc une première séance qui était un enchaînement de propositions de mouvements allant de la position allongée à une position debout. Elle nous a proposé d'expérimenter des mouvements de balancement en utilisant la figure de l'infini et puis de passer à un massage
petit massage où elle m'avait demandé de créer un petit coussin plat pour créer un massage, mais également on avait toujours cette idée d'un mouvement un peu en balancement. Cet objet était intéressant il permettait en fait de rendre le contact moins intrusif entre les deux personnes qui se masquent, enfin entre le masseur et la personne massée. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment apparu dans tous les ateliers. C'est que la question du massage d'un corps à corps est vraiment un sujet très compliqué. Et finalement, d'avoir juste ce petit intermédiaire qui n'est pas grand-chose permet tout d'un coup de faciliter cette relation. Et ça, c'est une autre séance qu'on a eue avec Paola, où là, on avait ramené encore tous les éléments, donc couverture, coussin. Donc le coussin jaune, ça c'est un coussin que j'avais réalisé dans le cadre de moi, enfin qui fait partie de ma collection, puis qui maintenant est édité en Italie par une société qui s'appelle Play Plus. Vous ne pouvez pas le voir là, mais il est intéressant parce qu'il a un coussin en latex gonflé d'air. Donc moi j'avais été le latex gonflé d'air, ça peut servir à faire des coussins anti-escarre. Et j'avais fait fabriquer ce coussin sur mesure et ça donne une sensation de matelas d'eau où c'est avec cette housse qui est un tissu lycra et des watts et ça reprend un peu des matelassages comme des grosses doudounes. Donc ces associations qui créent un objet qui est proche d'un corps en fait quand on bouge. Donc là on a expérimenté avec Paola comment aussi on pouvait le balancer en fait et ça créait des états de réconfort quand on venait s'allonger. Donc chaque atelier, en général, est pensé et conçu en fonction des expériences précédentes. C'est-à-dire que moi, j'avais créé une sorte de trame, mais à chaque fois, j'ai réadapté quand je voyais que ça me paraissait pas super bien. Donc voilà, il fallait toujours trouver cette solution de pouvoir être souple, on va dire. En tout cas, ce qui nous est apparu, c'est que la dimension ludique, itérative et l'attention portée à l'esthétique avaient vraiment créé des conditions pour l'investissement des soignants. La qualité des échanges et l'investissement a vraiment progressé entre le premier et le dernier atelier. On a aussi commencé à installer beaucoup dans ce salon qui était toujours, comme vous avez pu le voir sur les photos, dans le futur salon qui est quand même qui était une chambre de patients et qui est une chambre en plus qui est une chambre de patients à l'UHSA, donc c'est avec des lits scellés. On s'est quand même installé dedans pour la vivre différemment en modifiant ses éclairages, en rajoutant toutes ces assises différentes. Et ça a créé une ambiance quand même chaleureuse. Et parfois, les patients, quand ils passaient, ils disaient qu'ils auraient bien aimé rentrer dans cette salle. Donc, on imagine qu'on peut assez facilement réaménager cette salle. Ce qu'on a pu constater, c'est que moi, j'avais acheté quelques objets dans le commerce, qui soi-disant des objets qui doivent vous apaiser. Et finalement, ce qui est apparu, c'est ceux qui ont moins servi, en fait, et vers lequel personne n'a été. Et qu'on a beaucoup plus, dans nos expériences, on a trouvé beaucoup plus intéressant, soit les objets que j'avais fabriqués spécialement, ou les assises que j'avais ramenées, qui était la collection Inouï Design que j'avais faite à l'époque. Donc une méthode de design participatif basée sur l'expérimentation et les échanges va nous permettre donc de concevoir cet aménagement très différemment que si on l'avait réalisé sans faire ces ateliers. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est là où cette démarche finalement de design participatif a eu vraiment du sens, je pense. À l'issue donc des 15 ateliers, les soignants ont vraiment changé en fait leur vision sur l'apaisement et la manière dont ils souhaitent utiliser ce lieu. Le salon aussi, ils ont envie de l'utiliser pour eux, et ça c'était quelque chose qui n'était pas forcément une évidence. Ils ont eux aussi exprimé le besoin de s'apaiser. Et comme dans l'unité du HSA, c'est un peu particulier, mais c'est une unité où il y a un temps de pause de 2 heures des patients, les soignants vont pouvoir disposer de cette salle et éventuellement aussi se faire des temps d'apaisement. Donc ensuite, nous avons, après tous ces ateliers que je vous ai montrés, j'ai refait 3 ateliers, mais 3 ateliers beaucoup plus précis en fait, dans lesquels il y avait juste Dorothée, un soignant référent et moi-même, pour préciser en fait la proposition d'aménagement. Et dans ces cas-là, donc j'ai travaillé plutôt sur des visualisations 3D. Bon, je ne vous ai pas amené, mais bon, la prochaine fois, on mettra ça. Mais ça nous a permis, en fait, à partir de toute la matière que j'avais récoltée, moi, de faire des visualisations. J'ai fait des cartes de propositions d'objets. Et puis, comme ça, en 3 ateliers, on a pu préciser. On a fait aussi des échantillons couleurs pour vraiment choisir les couleurs de l'espace. Alors, si j'ai gardé ce mot réconfort, comme vous avez vu, c'est celui que j'avais pour
démarrer mon cours. Et puis aujourd'hui, pour vous dire que je l'ai gardé encore pour Villévrard et Paul Giraud, eh bien c'est que cette demande qui était au départ l'apaisement, j'ai trouvé que ce mot, il était assez peu approprié. Le là-bas, quand je les avais rencontrés, il m'avait fait part de remarques très négatives des patients face à ce mot. Ils le voyaient comme une injonction, s'apaiser, apaise-toi, une obligation à trouver par eux-mêmes les moyens de s'apaiser. Le mot réconfort, il m'a semblé plus doux, plus juste. Pour réconforter, cela implique qu'il y ait deux personnes, celui qui va mal et celui qui réconforte. C'est ce lien, cette interaction entre deux individus qui m'a semblé vraiment importante. Lucie Carlier, la psychiatre avec qui j'ai travaillé, m'avait parlé de la fragilité de ce lien entre patient et soignant, qui peut être vraiment compromis, mis à mal par cette première expérience de l'isolement. Si cette expérience est vécue comme traumatisante, et ce qui est a priori souvent le cas, le lien va être très difficile à créer. Renouer cette confiance peut prendre du temps et empêcher le soin. Dans le mot réconfort, il y a la confiance en l'autre, savoir qu'on peut compter sur l'autre. Et donc toutes ces expériences m'ont vraiment envie de poursuivre cette réflexion. C'est pourquoi en octobre prochain, je vais intégrer le laboratoire ENSAD Lab et démarrer donc un doctorat dans le groupe Symbiose et entamer mon travail de recherche, enfin de thèse, donc que je vais appeler Réconfort, esthétique et usage des espaces d'apaisement en milieu psychiatrique.